Bonjour à tous, donc mon nom est Patrice Poirot, je travaille pour la compagnie IBM. Alors juste pour rappeler, IBM, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, c'est une entreprise qui travaille dans le domaine de l'informatique et en général on était relativement connu pour tout ce qui était la vente de matériel. Or aujourd'hui, juste pour donner une information, la vente de matériel ne représente plus que 20% de notre chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires est essentiellement réalisé autour de ce qui est le software et le service. Donc, je vais juste faire cette petite précision parce que de temps en temps, je me suis aperçu qu'on pensait toujours que l'on vendait des PC. Ça fait maintenant à peu près 6 ans qu'on a vendu la branche PC à Lenovo. Donc on fait du matériel, mais en quantité relativement limitée. C'était juste une petite précision puisque ce n'était pas bien évidemment le discours du jour. Alors j'ai assez apprécié votre topo sur 2 ou 3 points. Je reviendrai si j'ai essayé de noter 2 ou 3 points et si j'y pense, je reviendrai au cours de ma présentation sur les points que vous avez mentionnés. Alors, la présentation que je vais vous faire, il n'y a rien de technique parce que personnellement, je ne suis pas un technicien, mais alors pas du tout. Je n'y comprends même pas grand-chose. Simplement, je suis comme beaucoup d'entre vous, les big data et l'analytics, je vais avoir à l'utiliser et si je ne l'utilise pas, alors les performances, de mon service ou de l'entreprise que je représente seront vraisemblablement pas les mêmes. Alors on va retrouver, j'espère que je vais... Ah, il faut que je flash où ? Ah, c'est parce que j'avais pas mis le... Alors, on a parlé beaucoup de données et juste pour donner, quelques idées sur les données. Alors, je vais pas vous présenter le chart parce qu'il est complexe, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, mais ça vous donne juste une idée durant 1 minute d'Internet, et Internet, entre guillemets, notre vie de tous les jours, ce qui se passe pendant 1 minute d'Internet. Alors, vous pouvez voir que, le nombre d'heures de vidéos téléchargées, le nombre de vidéos vues, le nombre de requêtes Google, etc., etc., etc. Donc, il y a un déferlement d'informations et je crois que ça a été, largement mentionné. Donc, je ne reviendrai pas sur les chiffres, on en trouve, partout. Je trouvais simplement la présentation ici relativement attrayante et intéressante. Et pour continuer sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est effectivement quelque chose de tout à fait vrai. Les données, c'est un peu comme le nouvel or noir, mais simplement, le pétrole, lorsque vous l'avez devant vous, si vous ne le raffinez pas, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, le but, il est bien de regarder comment je vais pouvoir utiliser ces données, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire pour tirer un avantage compétitif. Et puis, on a quelque chose de particulier, c'est que si on considère que c'est une ressource, comme une autre, c'est une ressource qui est assez particulière, puisque la plupart des ressources que l'on a autour de nous, elles ont tendance à s'épuiser. Or, cette ressource-là, elle ne s'épuise pas, elle devient même de plus en plus grande et de plus en plus importante. Et là, il y a bien évidemment quelque chose d'autre à traiter, qui est la capacité à ne pas se noyer dans ces données et la capacité à en sortir quelque chose. Et c'est quelques exemples que l'on va voir maintenant. Alors, juste pour faire un petit point, parce qu'on a parlé d'analytics et de choses de ce type-là, juste pour préciser ce que l'on entend de temps en temps par analytics ou etc. Même si j'ai des maîtres dans la salle, simplement, grosso modo, nous, on divise les choses en trois points. Le premier, c'est ce qui était la business intelligence, le data mining et toutes ces choses-là que l'on a fait depuis bien longtemps. Et grosso modo, ça sert à une chose, ça dit qu'est-ce qu'il est arrivé, quand, combien, etc. Ce sont des statistiques. Certes futées, mais ce sont des statistiques. Maintenant, on passe dans un domaine qui est un domaine, et c'est celui que l'on voit se déployer, de plus en plus dans les entreprises, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Dites-moi ce qui va se passer. Et une fois quel va être l'impact pour mon entreprise ? Et puis, ce que l'on est en train de réfléchir, ce que l'on met en place, c'est une fois que je sais ce qu'il peut arriver, quel peut être l'impact dans l'entreprise, c'est quel est le choix que j'ai à faire ? Quel est le meilleur choix ? Ou plutôt, quel est le moins mauvais, puisqu'on sait très bien que c'est plutôt comme ça que l'on raisonne, en fait. Et quelle est la meilleure action que je vais avoir à réaliser ? Donc, c'est toutes ces questions-là que maintenant les entreprises se posent et, auxquelles elles essaient de trouver des réponses. Alors, autre point, et je crois que vous l'avez mentionné aussi, le pouvoir maintenant, et vous le savez tous, le pouvoir, il est au consommateur, au citoyen, au patient, etc., etc. Je suis sûr que dans la salle, tout le monde a un smartphone, et je suis sûr que tout le monde a déjà utilisé ce smartphone en situation de concurrence. À savoir, vous êtes dans un magasin, vous êtes quelque part, vous voulez acheter je ne sais pas quoi, quelque chose, peu importe,
et vous allez sur Google, vous allez, peu importe, vous regardez un moteur de recherche, vous regardez quel est le prix. Ça, c'est une des choses que vous regardez quels sont les appareils concurrents. Vous regardez si vos amis, vous tweetez pour savoir s'il n'y a pas un de vos amis qui va vous répondre sur le sujet, etc., etc. Donc le pouvoir, il est passé, j'allais dire, très clairement, depuis un certain temps, du côté des consommateurs, des citoyens. Avec quelque chose d'assez intéressant, c'est que, j'allais dire, ces communautés, entre guillemets, je veux dire que ce soit celles de Facebook, etc., sont devenues extrêmement, extrêmement importantes. Et maintenant, très clairement, il n'y a plus une décision qui se prend sans vraiment que l'on regarde l'avis de celui qui a déjà voyagé dans l'hôtel, etc. Même si, entre guillemets, de temps en temps, les avis qui ont été postés ne sont pas forcément de très bons avis, peu importe. Mais on est maintenant formaté, j'allais dire, pour regarder ce genre de choses. À tel point que les avis donnés, même par des gens qui ne sont pas très, très connus de vous, sont beaucoup plus crédibles que toutes les fiches marketing, que tous les services marketing du monde ont mis des tas d'argent, etc. à faire. C'est devenu beaucoup moins crédible que n'importe quel avis, j'allais dire, de ceux que l'on peut trouver quelque part. Et puis, en même temps, j'allais dire, il y a un grand challenge dans les entreprises, et je crois que ça a été mentionné, c'est que la plupart des décisions, alors les statistiques disent un tiers, maintenant c'est vraisemblablement un peu plus, grosso modo, la plupart des décisions sont prises au trip, comme on dit, sans avoir par derrière, j'allais dire, des données réelles concrètes. Donc les dirigeants font très souvent confiance à leur instinct. De temps en temps, c'est parfait et je crois qu'il faut toujours continuer à le faire, mais j'allais dire, il y a quand même de temps en temps quelque chose qui peut manquer. Et d'ailleurs, les leaders le disent, en disant je n'ai pas suffisamment d'informations finalement pour prendre mes décisions. Et puis il y avait quelque chose qui ajoute à ça, c'est de temps en temps, on dit stop, j'ai trop d'informations et je ne sais plus comment faire pour décider. Donc ça, c'est un peu le contexte que l'on a avec quelque chose d'autre que vous avez vu. Et c'est la façon dont on voit en règle générale le big data et autre chose comme ça. Et c'est, j'allais dire, d'une façon ou d'une autre, tous ces objets interconnectés, la façon dont on va l'utiliser, les lunettes de Google, etc., etc. Et là, ça dit simplement que du côté de 2020, il y aura 50 milliards d'objets interconnectés. 50 milliards d'objets qui communiqueront entre eux sans que vous en soyez forcément à l'origine. Et tout ça va produire des données, tout ça va produire un certain nombre de choses que vous allez devoir traiter d'une façon ou d'une autre. Alors quelque chose d'autre à ne pas oublier, c'est que si on voit d'une façon ou d'une autre l'avenir au travers de cyborg et autre chose comme ça, il ne faut pas oublier la génération de ceux qui, comme moi, ont quelques cheveux blancs, entre guillemets, puisque cette génération-là, elle utilise largement les smartphones, largement tout ce genre de choses. Et aux États-Unis, par exemple, il y a plus de la moitié de la population, plus de 50% des gens qui ont plus de 65 ans, qui utilisent des smartphones pour converser avec leur banque. Alors tous ceux qui avaient des entreprises et qui, j'allais dire, fabriquaient des cibles avec vos produits, etc., pour regarder un certain nombre de choses, on peut regarder la génération X et la génération Y, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais les autres sont aussi extrêmement importants, ils ont un pouvoir d'achat relativement fort. Alors, petite histoire, et qui dit maintenant, le pouvoir, il était, entre guillemets, le pouvoir est entre les mains des consommateurs, des citoyens, etc., mais de plus en plus, les techniques, maintenant, sont en train de remettre, j'allais dire, un peu de pouvoir au niveau des entreprises. Alors, c'est la une du New York Times d'il y a un peu plus d'un an, du New York Times Magazine, et qui dit « vous allez avoir un enfant ». Alors, l'histoire par derrière est l'histoire d'une entreprise qui s'appelle Target, que je pense certains devaient connaître. Et cette entreprise qui s'appelle Target, que vous savez que lorsque l'on est dans ce type de produits, enfin dans la grande distribution et les produits grand public, en fait, la façon de faire des ménagères, etc., ou de ceux qui consomment, change lorsqu'il y a un événement important dans sa vie privée. Alors, soit on a un enfant, soit on se marie, soit quelqu'un décède, etc., etc. Et c'est le seul moment où les gens changent leur habitude de consommation. C'est-à-dire que si vous aviez l'habitude d'aller chez Carrefour pour acheter les couches-culottes, si il y a un événement familial, alors vous allez peut-être considérer, je ne sais pas, Monoprix ou d'autres, peu importe, il va se passer quelque chose. Et donc les gens de Target qui voulaient changer un peu leur business model et accéder à d'autres types cibles de population, se sont dit, si je suis capable de détecter le moment où quelqu'un attend un enfant, alors je vais être capable de regarder comment je change ses habitudes de consommation et moi je vais avoir une capacité à faire quelque chose à vendre quelque chose de complémentaire.
Et donc, juste pour sourire et pour la petite histoire, donc Target, après un long moment, puis ils ont commencé le travail, je crois, en 2002-2003, donc ils ont réussi du côté de 2011. Ils ont réussi effectivement à mettre au point un modèle, et donc ils ont envoyé mailing, enfin, etc., toutes choses que vous connaissez. C'est arrivé dans une famille américaine relativement classique, un couple d'une quarantaine d'années avec une fille de 18 ans. Et j'allais dire, il y avait bien évidemment une incitation à acheter un certain nombre de choses de ce type-là. Et donc le père a appelé Target en disant, attendez, j'ai pas bien compris, vous êtes en train d'inciter soit ma fille à avoir un enfant, soit ma femme à faire quelque chose que j'ai décidé de ne pas faire. Et donc le magasin s'est confondu en excuses en disant, excusez-moi, on ne voulait pas, etc., etc. Et comme tout bon Américain, entre guillemets, une semaine après, il a rappelé en disant, je vous prie de m'excuser, il y a des choses qui se passaient chez moi que je ne savais pas. Sa fille était enceinte. Et ceci est simplement fait avec l'analyse des tickets, etc., etc., puisque moi je ne le sais pas, mais il semble que lorsqu'une femme attend un enfant, à partir du 3e mois, il y a un mode de consommation qui change. Il y a des choses qui étaient achetées qui ne sont pas achetées, des types de crèmes qui sont achetées qui ne sont plus achetées, des jus d'orange, un certain nombre de choses. Donc je ne suis pas statisticien et je n'ai pas plongé dans le cas suffisamment bas, mais simplement pour vous dire maintenant que les technologies existent pour que les entreprises soient à égalité avec les consommateurs. Donc vous qui êtes dans les entreprises, vous avez la possibilité maintenant de mettre en face, j'allais dire, l'outillage, ce qu'il faut, la guerre, pour être à égalité avec le consommateur citoyen. Alors, toutes ces choses, c'est quelque chose sur lesquelles on a réfléchi depuis un certain temps chez IBM, et on avait annoncé on avait dit qu'on a un concept de Smarter Planet sur lequel je vais pas aller parce que ça nous mènerait un peu trop loin. Mais grosso modo, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que toutes les organisations sont à un point d'inflexion. J'y vais pas, c'était ce que vous disiez d'une façon ou d'une autre. Comment j'y vais, comment je fais pas. Et donc, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que tout ce domaine, c'est en train de passer d'un statut qui était d'une initiative isolée, parce que, j'allais dire, des initiatives autour du big data, il y en a depuis longtemps, mais c'est devenu quelque chose que les entreprises doivent prendre en compte maintenant pour mettre en place. On était dans des données, uniquement des données d'une entreprise. On est maintenant, j'allais dire, étendu à des données externes autour du big data. Et puis, bien évidemment, et on va le voir sur un exemple, ça a la capacité à changer d'une façon ou d'une autre la façon dont on structurait un certain nombre d'organisations et même peut-être modifier certains secteurs d'activité. Alors, le fait que ça devienne un impératif d'entreprise, donc j'ai juste, pour rappeler, juste pour sourire, c'est que vous savez, M. Obama a gagné, entre guillemets, en utilisant de façon massive tout ce qui est les statistiques, en essayant de cibler, j'allais dire très précisément, les swing states avec les électeurs indécis. Et lorsque les enquêtes que l'on a pu faire, on l'a fait ça avec le MIT, et on a regardé à peu près 4000 entreprises. Ce que l'on s'est aperçu, c'est que les entreprises qui utilisaient ce type de technologie étaient environ 2,2 fois plus performantes que les autres. Et quand on dit 2,2 fois, ça prend en compte deux notions. Un, la valeur de l'action, deux, l'EBITDA. Donc voilà ce que l'on a pu trouver. Ensuite, on a fait une autre enquête, j'allais dire, auprès d'environ 1700 directeurs ou présidents au travers le monde, pour regarder quels étaient les domaines là où il y avait un intérêt pour les entreprises à travailler autour de ces données, quels étaient les domaines les plus intéressants. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que le domaine très clairement, qui est le domaine le plus cité, j'allais dire, que ce soit en France ou mondialement, c'est le domaine autour du client. C'est-à-dire que tout ce qui va permettre d'acquérir de nouveaux clients, de vendre plus, d'éviter de perdre des clients, c'est le domaine principal d'intérêt de tous les patrons d'entreprise avec ce traitement des données. Alors bien évidemment, il y a d'autres domaines comme, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton, comme les opérations, etc. Mais le domaine de la vente est un domaine extrêmement important. Même chose, alors ça c'est pour ceux qui regardent les systèmes d'information d'un peu plus près. C'est une étude qu'on avait faite et j'ai eu le plaisir de la revoir reprise par Gartner. Aujourd'hui, grosso modo, on a des business applications. Alors quand on dit business application, hein, c'est ERP, CRM, supply chain, etc., etc. Et autour de ça, on vient mettre des capacités d'analyse. Mais ça, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, ça ne suffit plus pour se différencier dans un monde compétitif. Aujourd'hui, si vous avez une entreprise et que vous mettez en place un outil de CRM,
au mieux, vous faites la même chose que le concurrent faisait, quoi. Mais vous n'avez pas une différenciation. Donc si vous voulez créer une différenciation, et c'est ce qui va se produire dans les années à venir, vous allez devoir reconstruire votre entreprise ou, j'allais dire, la façon dont vous structurez votre système d'information avec des capacités analytiques. Et autour de cela, il y aura, entre guillemets, les systèmes relativement classiques, parce que seules les capacités analytiques vont vous permettre d'avoir une différence par rapport à vos concurrents. Alors, on parlait, donc ça c'était quelque chose qui était autour qui devient un impératif. Alors on parlait un petit peu des big data, puisque c'est malgré tout le sujet. Donc vous avez défini tout à l'heure, donc je n'y reviendrai pas, le volume, la vitesse et la variété, ainsi que la véracité. Simplement, je vais juste citer quelques exemples pour illustrer, entre guillemets, le propos. Le premier exemple que je vais prendre, c'est Vestas. Alors Vestas, je ne sais pas si vous connaissez, Vestas, c'est le numéro 1 mondial de l'éolien. Et Vestas pose une éolienne toutes les 30 minutes dans le monde. Alors, la particularité des éoliennes, c'est que la rentabilité d'une éolienne est relativement longue, entre 18 et 25 ans, selon le positionnement bon ou mauvais que vous avez pu faire sur un terrain. Et donc là, Vestas, j'allais dire, utilise des technologies de big data pour analyser 16 pétaoctets de données pour définir à quel endroit je vais poser cette éolienne. Alors bien évidemment, la rentabilité présente un intérêt, puisque après, ça permet d'avoir du courant électrique plus ou moins cher. En même temps, cette analyse-là permet bien évidemment de faire autre chose. C'est en matière de maintenance, vous avez des endroits du monde où il y a des sautes de vent extrêmement fortes, j'allais dire, où le vent peut passer de 20 à 100 km/h. Puis vous avez certains pays du monde où vous avez beau indiquer que c'est là où il faut poser l'éolienne, ils vous disent non, le champ prévu, il est là, donc vous le poserez là, même s'il y a des sautes de vent extrêmement importantes. Donc le fait d'analyser ce genre de choses en continu permet de savoir à quel moment vous devez arrêter l'éolienne pour bien évidemment pas mettre les ailes en croix. Autre sujet d'intérêt, c'est la capacité, quand on est capable de faire ça, ça permet bien évidemment, quand on commercialise ce genre de choses, d'être beaucoup plus précis que les concurrents, de pouvoir, j'allais dire, montrer les ROI extrêmement rapidement. Donc il y a tout un intérêt à traiter ces grands volumes de données. Donc là, ça nécessite bien évidemment, je vais dire, quelques calculateurs un peu puissants par derrière, mais grosso modo, c'est un des exemples d'utilisation du big data. Autre exemple, qui est, j'allais dire, là plutôt autour de la vitesse. Ça, c'est quelque chose que l'on conduit avec l'Université de l'Ontario, qui est un travail sur les prématurés. Je pense que les prématurés, vous avez tous vu des prématurés dans une couveuse avec bardés de capteurs, etc. Et ce qui se passe en règle générale, c'est que vous avez soit le médecin ou l'infirmière qui passe et qui regarde la courbe qui a été posée. Et si la courbe est OK, alors c'est bon, on va plus loin, quoi. J'allais dire encore mieux, quand on suit le rythme cardiaque, par exemple, il y a quelque chose qui va au-dessus ou en dessous. Et si on va au-dessus ou en dessous, alors il y a une alerte. Simplement, lorsqu'on est dans des services de ce type-là et que l'on regarde les prématurés, un des problèmes, c'est les maladies nosocomiales. Alors, les maladies nosocomiales, elles ne se détectent que de plusieurs façons, mais au moins d'une façon, c'est que le rythme cardiaque du prématuré devient extrêmement régulier. C'est-à-dire que si vous avez un prématuré dont le rythme cardiaque devient très régulier, alors il y a une chance pour qu'ils soient en train de développer une maladie nosocomiale. Et c'est en analysant toutes ces données extrêmement rapidement, puisque c'est 1000 mesures par seconde, on va pouvoir, ils ont estimé qu'ils étaient capables de détecter une maladie nosocomiale sur un prématuré 24 heures avant ce qu'ils étaient capables de faire précédemment. Alors pour ça, on va utiliser des techniques qui sont des techniques un peu différentes, puisque jusqu'à présent, quand on fait, j'allais dire, du business intelligence, du big data ou des choses de ce type-là, on fait quoi ? On prend des données, on les met dans un réservoir, on les analyse et on prend une action. Là, c'est trop tard. Donc là, ce que l'on fait, on a maintenant mis en place des technologies, c'est vous avez des données qui arrivent à flux continu, vous mettez les algorithmes, donc les données passent à travers les algorithmes et vous ne stockez que les données dont vous avez besoin. Ça évite, j'allais dire, beaucoup de temps perdu à faire pas mal de choses. L'autre exemple est un exemple identique, j'allais dire, qui est celui de TerraEco. TerraEco est une entreprise qui, j'allais dire, dont la particularité est de surveiller des sites sensibles.
Et pour surveiller des sites sensibles, il y a beaucoup de techniques, et je pense que nos amis de Thales savent ça beaucoup mieux que moi. Mais une des techniques, c'est l'émission d'ondes, j'allais dire, lumineuses et acoustiques. Et bien évidemment, quand quelque chose vient casser le train d'ondes classique, alors il y a émission d'un certain nombre de choses. Donc ça permet de reconnaître tout de suite la typologie de ce qui a cassé, entre guillemets, l'onde, et de prendre, j'allais dire, des mesures appropriées à ce moment-là. Donc vous voyez bien que tous ces exemples, alors j'en ai pris quelques-uns qui sont un peu différents et qui sont, que je trouvais un peu originaux par rapport à tous ceux que l'on peut entendre actuellement. Tous ces exemples montrent que toutes ces histoires de big data sont des choses qui sont devenues extrêmement réelles et dont certaines entreprises sont en train de regarder de façon très très importante comment je les utilise. Et le dernier exemple que je ne dévoilerai pas, mais qui est un exemple sur lequel je travaille, qui est une entreprise qui aujourd'hui fabrique des modules électroniques. Simplement, ils se sont aperçus que chaque fois qu'ils baissaient leur coût et qu'ils passaient le module électronique de 23 à 22 $, il y avait un Chinois qui le passait, lui, de 20 à 19 $. Donc, on est en train de travailler pour changer complètement le business model de l'entreprise, puisque ce module électronique, j'allais dire, voit passer pas mal de flux de données. Et donc on passe de quelque chose où on vendait, entre guillemets, des modules électroniques à je vends des données, je vends de l'analyse de données. Et bien évidemment, en même temps, il y a la carte électronique, il y a le module électronique qui va bien, mais c'est une modification des modèles que l'on peut avoir aujourd'hui. Alors, juste pour compléter sur les domaines, entre guillemets, sur la façon dont le big data peut se regarder aujourd'hui. Donc on retrouve, et ça c'est une enquête, je vois que vous l'aviez mentionné, qui était faite avec Oxford State School. Donc grosso modo, encore une fois, on retrouve la même chose autour de tout ce qui est customer-centric. Très clairement, c'est tout ce qui est l'aspect je traite le client est quelque chose d'extrêmement important. Et puis vous voyez aujourd'hui l'état dans lequel, j'allais dire, la plupart des entreprises sont en matière de big data. On peut dire que grosso modo, environ 75% regardent ou sont en train d'implémenter. Et aujourd'hui, un petit quart n'a pas encore vraiment mis quelque chose en place. Alors, autre point dans les big data, et là c'est quelque chose qui peut modifier un peu la façon dont certains secteurs fonctionnent aujourd'hui. Alors là je parlais de quelque chose qui s'appelle Watson. Alors, je sais pas, Watson c'est on va dire un système et qui a gagné au jeu américain qui s'appelle Jeopardy. Alors Jeopardy, pour ceux à qui ça ne dit pas grand-chose, c'est simplement quelque chose qui est comme question pour un champion, mais une question pour un champion à l'envers, puisque grosso modo, vous donnez la réponse et l'ordinateur doit trouver la question. Alors, à savoir que ce jeu, entre guillemets, est fait en conditions réelles, comme je vous parle. Donc l'ordinateur doit comprendre, je vais dire, la voix, il doit comprendre le langage parlé, parce que sinon il n'est pas capable d'interpréter, entre guillemets, très, très clairement le truc. Le jeu est assez intéressant puisque, grosso modo, vous pariez une somme d'argent et donc, si vous pariez mal, j'allais dire, vous ne gagnerez pas, bien évidemment. Et vous devez, grosso modo, vous devez être capable de justifier d'une certaine façon votre réponse. Donc là, on est un petit peu loin de ce que l'on peut entendre avec Siri. Je vous engage vivement à faire un test avec Siri. C'est « Je cherche une pizzeria à Courbevoie ». Réponse 4. Et on vous donne la liste des pizzerias, sans aucun problème. Maintenant, vous posez une autre question. Je ne cherche pas de pizzeria à Courbevoie. Réponse 4 avec la liste. Parce que ce genre d'algorithme, entre guillemets, cherche à être précis et pas juste. Donc on va prendre quelques mots-clés et on va regarder la précision par rapport à ces mots-clés. Même chose, si aujourd'hui je dis quelque chose qui est 2 plus 2. Alors, comme il y a beaucoup de mathématiciens ou de statisticiens dans la salle, on va me dire tout de suite 4. Or, si je suis un psychologue, si je dis 2 plus 2, ça n'a rien à voir avec 4, puisque c'est simplement la composition d'une famille, 2 parents, 2 enfants. Si je suis un spécialiste des voitures, et si on me dit 2 plus 2, moi, qui aime bien les voitures, pour moi, c'est un coupé 2 plus 2. Deux places à l'avant, à l'arrière, rien du tout. Et donc, vous voyez bien que l'interprétation de tout ce que l'on va lire est quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement important. Donc, après avoir, j'allais dire, battu les meilleurs prétendants, entre guillemets, au jeu Jeopardy,
on s'est dit que finalement, toutes ces technologies-là ne pouvaient pas servir qu'à faire un jeu, ce n'était pas suffisant. Et donc, on a commencé à travailler pour les mettre au service, j'allais dire, d'autres types de domaines. Et c'est là où on a fait un partenariat avec le Memorial Sloan Kettering, qui était un des centres anticancéreux les plus importants et les plus respectés aux États-Unis, et bien évidemment avec une assurance qui s'appelle WellPoint. WellPoint est un mélange de sécurité sociale et de mutuelle, entre guillemets, dans quelque chose à l'American Nord. Juste pour vous dire de quelle façon ça peut, entre guillemets, modifier quelque chose, et on est loin du Siri ou même du Google, où quand vous envoyez une requête, ça vous répond, mais cher monsieur, je viens de vous donner 1,125 million de réponses en 0,125 secondes. And so what? Qu'est-ce que j'en fais? Je passe les 200 000 pages. Là, le domaine dans lequel on est travaillé, c'est donc le traitement ou l'aide au diagnostic sur certains cancers, et alors, plus particulièrement sur des cancers du poumon, du sein et des intestins. Les domaines sont relativement complexes, donc il faut pouvoir les appréhender. Et donc là, on a constitué avec le Sloan Kettering et WellPoint, j'allais dire, une base de connaissances relativement importante. On a appris à Watson, comme on apprend à un enfant, un certain nombre de choses. Et maintenant, Watson, j'allais dire, aide à poser des diagnostics lorsqu'il y a des cas, lorsque l'oncologue rencontre les patients et traite ces patients. Et donc ça, c'est un exemple de retour de conversation. Alors, si j'avais plus de temps, je vous aurais décrit un peu la façon dont ça se passe. Mais grosso modo, vous avez une patiente, en l'occurrence dans l'exemple, une patiente, un oncologue, et après discussion, etc., Watson, j'allais dire, suggère, et encore une fois, il ne fait que suggérer. Et ce n'est pas un to-bip, ce n'est rien d'autre. Simplement, il a été capable de computer, entre guillemets, des tas d'informations sur des use cases connus, sur des journaux médicaux, sur des congrès, sur tout un tas de choses, de les interpréter, parce qu'au moment où il y a un certain nombre de choses, il faut les interpréter et être capable de dire, voilà, ma suggestion, c'est le traitement qui est le traitement numéro 1. Vous voyez, j'allais dire quel est le point avec les molécules qui peuvent être ici. Et j'ai une confiance de 95% dans le traitement que je propose. Et d'ailleurs, si vous voulez le voir, il y a quelque chose qui est évidence. Donc vous pouvez appuyer sur le bouton évidence et on va vous donner, et Watson va indiquer pourquoi on suggère ce traitement-là. Et donc on est dans quelque chose qui est un expert qui est vraiment au service de quelqu'un. Et puis vous voyez quelque chose qui est acceptable, entre guillemets. Simplement, la patiente, à un moment ou à un autre, a émis le souhait qu'elle ne perde pas ses cheveux trop rapidement, pour des raisons personnelles. Et donc, simplement, il est indiqué que les traitements qui sont regardés sont plus ou moins acceptables au regard de ce genre de choses. Et bien évidemment, la discussion peut continuer. La patiente peut émettre quelque chose. Et dans le cas d'espèces que je connais, elle a simplement émis le fait qu'avant-hier, elle avait commencé à tousser en crachant du sang. Et ce n'est pas forcément une très bonne chose dans ces cas-là. Alors Watson modifie bien évidemment le traitement qui est là. Donc là, on est dans du traitement de big data. Et ne me dites pas que c'est Big Brother, parce que certains l'ont peut-être pensé. C'est du traitement de big data avec une réalité et, j'allais dire, une véracité, puisqu'on parlait tout à l'heure de véracité, qui est extrêmement importante. Vous ne pouvez pas, quand vous traitez ce genre de choses, ne pas être sûr, entre guillemets, que vous êtes en train d'interpréter les bonnes données. Et si par hasard vous avez interprété des mauvaises données, alors celui qui est l'oncologue, qui a la possibilité de tout décider, peut de toute façon regarder ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier exemple que l'on a mis en place. On travaille maintenant avec d'autres banques, et notamment la Citi, pour des choses un petit peu différentes. Et vous imaginez, vous êtes gestionnaire de patrimoine, il y a quelqu'un qui vient vous dire, puisqu'on est dans le domaine médical, cher monsieur, je voudrais investir dans une compagnie pharmaceutique qui travaille sur l'Alzheimer, dont les performances sont stables depuis 4 ans, etc. etc. La tête du conseiller financier ou du gestionnaire de patrimoine, lorsqu'il reçoit cette information, c'est dire j'en ai pour un moment à faire toutes ces recherches. Bien évidemment, ce genre de système permet d'accélérer de façon importante la remontée d'informations. Donc voilà, et alors il y a un petit truc qui est quelque chose ici à noter. Simplement, là on est aux États-Unis, et pour engager un traitement aux États-Unis, vous ne pouvez engager un traitement que si le prof est capable de démontrer qu'il a les preuves, entre guillemets, que son traitement est le bon traitement pour cette personne. Donc là, avec ce genre de système, ça permet d'envoyer à WellPoint, et WellPoint sait que les preuves sont par derrière, et donc on peut le mettre en place. Donc on est vraiment dans du traitement, entre guillemets, de la véracité. Alors je passe là-dessus. Donc
Maintenant, si je reviens aux entreprises et de façon plus traditionnelle, qu'est-ce qu'on voit, nous, j'ai dit IBM, quand on discute avec les entreprises, quels sont les domaines sur lesquels on travaille? Alors, très clairement, numéro un, c'est autour des clients. C'est là où il y a très clairement, j'allais dire, les choses les plus importantes. Alors, il y a quelque chose donc, que vous avez mentionné tout à l'heure, qui est l'analyse de sentiments ou de médias sociaux. Alors, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important. Alors, ça l'est d'autant plus que, comme on est dans les locaux d'une école de commerce, entre guillemets, et que rien de ce qui est autour du marketing ne vous a échappé, vraisemblablement. En règle générale, les marketeurs font une chose. Ils gèrent la promesse de la marque. C'est-à-dire que vous avez une marque, vous gérez votre marque, et vous faites une promesse à vos futurs clients. Et pour ça, vous utilisez des tas de moyens. Maintenant, le point, c'est que à la promesse de la marque que vous devez gérer, vous devez maintenant gérer la réalité de la marque. Parce que tout ce que l'on a vu tout à l'heure, les réseaux sociaux, etc., tout ça va très vite. Et donc, face à la promesse de la marque que vous délivrez, pour lequel vous faites les plans, pour lequel vous pensez, etc., vous êtes rattrapé par ce qui est la réalité de la marque. Et donc, une des façons de gérer la réalité de la marque, c'est bien évidemment d'utiliser tout ce qui est l'analyse de sentiments, etc., Et encore une fois, l'analyse de sentiments ici, c'est pas seulement, j'allais dire, de se contenter de savoir s'il y a des choses positives ou négatives, parce que ça peut être effectivement une première indication, et comme je pense que vous mentionnez ça tout à l'heure aussi, les faux positifs peuvent annuler les faux négatifs, donc à la limite ça peut aller. Mais lorsque vous êtes en train de gérer la réalité de la marque, de temps en temps il faut être capable de détecter, et on l'a fait il n'y a pas très longtemps, c'était amusant de voir un tweet comme ça, c'était du genre « elle n'est pas moche cette bagnole ». Et donc elle n'est pas moche cette bagnole, avant d'avoir déterminé, j'allais dire avec de l'informatique, si c'est quelque chose de positif ou négatif, allez-y. C'est pas très simple, et donc ça nécessite, j'allais dire, des choses relativement intéressantes. Donc voilà les trois domaines qui sont autour du client, autour de améliorer l'efficacité opérationnelle, transformer les processus financiers, et bien évidemment, ça a été mentionné, tout ce qui est autour du risque de la fraude et des impératifs réglementaires. Alors, je vais juste prendre les quelques minutes, parce que je ne sais pas combien de temps il me reste. Donc, bon, alors je vais juste déborder de 3 minutes, et après je couperai le reste. Juste simplement pour revenir, et puisque vous preniez un exemple bancaire, je vais simplement le compléter. Donc, encore une fois, autour du client, et vous le savez tous, on veut tous être aujourd'hui plus qu'un segment. C'est-à-dire que combien de mails vous recevez aujourd'hui dans votre boîte à lettres, et combien de mails sur lesquels vous faites... je ne regarde même pas, enfin, etc. Ça, c'est de l'argent que les entreprises ont perdu de façon extrêmement importante. Parce que quand une entreprise envoie 100 000 mails, certes, c'est juste un bouton à pousser, mais enfin, il faut des serveurs, il faut un certain nombre de choses. Ça coûte beaucoup plus cher que d'envoyer 2000 et de cibler là où il faut les cibler. Donc, chaque fois que vous traitez un marché, j'allais dire, ou des individus comme un segment relativement grand, alors vous allez perdre de l'argent, vous n'allez pas être suffisamment pointu sur le client. Alors, pour faire ça, bien évidemment, là, on va utiliser des traitements des notions de big data, puisqu'on va utiliser les données qui sont traditionnellement utilisées comme les données démographiques ou les données dites transactionnelles, entre guillemets, et on va y ajouter toutes les données d'interaction que l'on peut avoir avec cette personne-là, et toutes les données qui sont des données comportementales que l'on va récupérer sur le net. Alors, pour faire quoi? Pour faire quelque chose comme ça. Segmentation relativement classique aujourd'hui. Je prends en compte l'âge, le revenu, la géographie, ce qu'il a dépensé dans mon entreprise, enfin 4-5 trucs, quoi, et que l'on met au mieux. Alors de temps en temps, on optimise quand même un peu les choses. Or maintenant, ce que l'on peut faire avec l'analytics et le big data, c'est qu'on va pouvoir créer un véritable ADN du consommateur et regarder et le profiler de façon à pouvoir le joindre chaque fois qu'on veut entrer en interaction avec lui et chaque fois qu'on a quelque chose d'intéressant à lui dire. Et pour donner un petit exemple de ce genre de choses, c'est l'exemple de quelqu'un qui se part un samedi matin pour faire un achat d'une télévision. Donc il achète la télévision. Bien évidemment, la banque sait que vous avez acheté une télévision puisque vous avez mis votre carte bancaire, donc vous le savez. Alors, petite chose, bien évidemment, en même temps, ils ont regardé tout ce qui était les aspects de fraude, etc. Et ils ont vérifié que vous ne veniez pas de faire une transaction à Paris et puis 3 minutes avant, il y avait une transaction à Hong Kong qui venait de s'effectuer parce que là, c'était quand même un peu dommage. Donc, vous venez d'acheter une télévision et grosso modo, vous le savez comme moi, c'est... Alors, de temps en temps, les banques proposent ce genre de choses, des services de coffre-fort digital. Alors, c'est assez intéressant, surtout quand vous perdez vos papiers, vous ne savez plus où les avez mis, que vous êtes en Malaisie, je vous assure, c'est utile. Mais là, dans le cas d'espèce, et puis vous savez aussi que les tickets de caisse, en général, au bout de 6 mois, ils s'effacent.
Donc, quand vous les retrouvez, ce n'est pas facile. Donc là, on vous dit simplement, hein, est-ce que vous voulez sauvegarder votre reçu? Bon, vous dites finalement, ouais, ça m'intéresse, quoi. Vous le faites. Donc, vous faites quoi? Vous prenez votre smartphone, hein, et vous scannez le truc. Pas très difficile. Bon, la banque, maintenant, elle vient d'avoir cette information, puisque vous venez de le mettre dans votre coffre-fort digital, et la banque, elle fait quoi? Eh bien, elle analyse, entre guillemets, le ticket de caisse, avec des techniques de text analytics et autre chose comme ça. Elle vient de s'apercevoir de quoi? Elle s'aperçoit que vous n'avez pas acheté d'assurance. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vous propose une assurance. Alors, ça peut paraître en tant que particulier, entre guillemets, vous dites, voilà, encore un truc, etc., etc. Néanmoins, je veux dire, quand vous êtes l'entreprise, vous venez d'engager une conversation avec quelqu'un, il peut vous dire oui ou non, mais vous venez d'engager un dialogue sur quelque chose qui est susceptible de l'intéresser. Et quand cette personne rentre chez lui, donc il retrouve, j'allais dire, des choses relativement classiques, il retrouve sa banque sur l'iPad, etc. Et puis il va retrouver des choses, j'allais dire, qu'on trouve traditionnellement. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Il va retrouver les comptes, les paiements, les transferts, l'analyse de dépenses, un conseiller financier, là où il se trouve, son coffre-fort digital, et puis quelques alertes. Donc on va regarder juste la première alerte. Et donc, grosso modo, ça dit, cher monsieur, ça c'est relativement classique, vous allez être en rouge à la fin du mois. Alors, ce qui l'est moins, c'est que, bien évidemment, on a segmenté, j'allais dire, de façon extrêmement intéressante la population de cette banque. Et j'allais dire, on va combiner à la fois cette segmentation et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour savoir, d'une façon ou d'une autre, comment se comportent les pairs de cette personne-là. Et donc, la banque, ça lui permet de dire, écoutez, cher monsieur, ceux qui, j'allais dire, sont dans la même situation que vous, grosso modo, ils vont faire un transfert d'argent, ou, j'allais dire, ils vont aller dans le rouge, ou, bien évidemment, ils vont prendre un prêt personnel. Et puis, vous qui êtes dans votre fauteuil, vous pouvez dire, écoutez, maintenant, voilà, il y a 2 agents disponibles en vidéoconférence, vous pouvez parler, j'allais dire, à des agents, etc., etc. Et donc, vous voyez bien que vous emmenez, d'une façon ou d'une autre, votre client dans une histoire, et le fait de l'emmener dans votre histoire, ça permet bien évidemment d'avoir une intimité plus grande avec lui et d'avoir une chance plus grande de lui vendre quelque chose. En l'occurrence, la banque est intéressée par lui vendre vraisemblablement un prêt personnel. Mais ça, c'est quelque chose qui j'allais dire, qui va devenir, entre guillemets, le standard. Juste ça, on le fait avec une banque anglaise et pas une banque française, mais peu importe. Et autre petit point, il y avait quelque part, vous ne l'avez pas vu, simplement, c'est difficilement visible. L'analyseur de dépenses a fait une chose, a dit, écoutez, on a analysé tous les gens qui se comportent comme vous, vous dépensez 2 fois plus pour l'énergie que tous les pairs. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez chatter avec nous? Et bien évidemment, on vous dit voilà quels sont les autres efforts d'énergie, et vous pouvez imaginer après, bien évidemment, tout ce que vous souhaitez. Donc voilà, j'allais dire, quand on parle de l'intérêt du client, au-delà des habituels churn et autre chose comme ça, comment je rentre dans l'histoire d'un client en utilisant les big data, en utilisant l'analytics, de façon à construire une histoire avec mon client. Alors là, de toute façon maintenant c'est bloqué, donc si vous voulez, ça sera plus facile. Hop, paf, 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 paf. J'ai dû appuyer sur un mauvais bouton. Bon, mais pour des raisons de temps, de toute façon, je vais m'arrêter là, puisque je pourrais être assez bavard. Simplement, pour dire une chose, c'est que, bien évidemment, tout ce que je viens de décrire, et comme je porte un badge IBM, on sait le mettre en place. Ne retenez que ça. Vous pouvez arrêter la présentation, c'est bon, le reste, ça va. C'est la seule chose que je voulais dire pour répondre à votre question, d'une des questions que vous avez posées tout à l'heure. C'est simple. C'est grosso modo, quand on discute avec les entreprises, la question est, et je vais dire autour des données, on ne discute jamais techniquement, simplement il faut que l'entreprise sache ce qu'elle veut faire. Et on traite un problème de l'entreprise. Est-ce que j'ai un problème de churn? Est-ce que j'ai un problème de fraude sur mes contrats d'assurance? Est-ce que j'ai un problème, etc., etc. Et c'est à partir de questions comme ça où après on déploie les technologies pour le mettre en place. Mais jamais on débute par la technologie. Et si on prend Vestas, la technologie s'est mise en place, mais simplement la question était bien comment je fais pour m'assurer que le ROI de mes éoliennes soit le plus grand et le meilleur possible. Et c'est à partir de là, en disant, on a construit le case en disant, pour que ce soit le meilleur possible, il faut qu'on sache où les poser. Et comment je sais où les poser? Je vais analyser 170 paramètres, j'allais dire hygrométriques, etc., etc. Enfin, c'est bien de cette façon-là où nous on démarre les choses. Pour le reste, je vais m'arrêter là. Voilà, merci.